Bonjour à tous. Avant de vous emmener à nouveau sur le site de Palenque, je tenais à vous remercier, vous qui me suivez depuis le début de mon voyage au Mexique, vous qui êtes abonnés ou pas, vous qui mettez des pouces bleus ou pas, et vous qui mettez des commentaires ou pas. Merci beaucoup et je suis très heureux de vivre cette aventure avec vous. Et je profite de ce moment de partage personnel pour adresser un salut tout particulier à Mamie Sophie, ma première et pour le moment unique tipeuse. Donc merci Mamie Sophie. Car oui, si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, il y a bien évidemment le fait de vous abonner, de liker et de mettre des commentaires. Mais il y a aussi un compte Tipeee que vous trouverez en description sous la vidéo. C'est que du bonheur. Pour cette vidéo, donc je me trouve toujours à Palenque, dans ce magnifique site maya situé dans la montagne du Chiapas, où je vous ai conté lors de la dernière émission que dans cette pyramide appelée le Temple des Inscriptions, l'archéologue Alberto Ruz Louillet avait découvert en 1949 l'entrée permettant d'accéder au tombeau de Pacal après avoir passé 4 ans à déblayer tous les débris que les Mayas avaient laissés derrière eux. Il se rend compte que le tombeau, pesant 15 tonnes, est gigantesque et qu'il est recouvert par une dalle tout aussi gigantesque de 5 tonnes. Il soulève la dalle grâce à des crics pneumatiques, s'étonnant de la façon dont les Mayas auraient pu s'y prendre il y a plus de 1300 ans. Et tadam! Il tombe sur un squelette qui avait bien évidemment un crâne lorsque Alberto a retiré la dernière dalle, mais étrangement, aucune photo ne le montre aujourd'hui, ce crâne. En plus du squelette, il y avait tout un tas d'objets en jade, dont ce magnifique masque mortuaire, mais aussi des colliers, des bracelets, une boule, un cube et du cinabre en grosse quantité. Le cinabre est une poudre rouge qui était répartie partout sur le squelette et dans la tombe. Le cinabre servant entre autres choses à fabriquer le mercure. Merci Maurice. Souvenez-vous bien de ce détail lorsque je vous parlerai de Teotihuacan dans quelques semaines. Le cinabre était également très largement présent dans la tombe de l'épouse de Pacal, appelée la Reine Rouge, ici à droite, lorsque les archéologues découvrirent son tombeau 40 ans plus tard. Et c'est pourquoi les deux souverains sont présentés aujourd'hui avec du rouge dans leurs deux musées respectifs. Pour en revenir à Pacal, ce roi maya si emblématique et si fascinant, il l'est parce que au-delà de la découverte de son incroyable tombeau, il a régné sur Palenque pendant 68 ans, soit le plus long règne de toute l'histoire connue des Mayas. Concernant son gigantesque sarcophage et sa dalle de 3,80 m de long, 2,20 m de large, 25 cm d'épaisseur et d'un poids d'environ 5 tonnes, il se trouve que sur cette dalle, lorsqu'on la regarde par-dessus, il y a une bien curieuse scène qui est gravée et qui va faire l'objet de la vidéo. Donc là à l'écran, c'est la dalle originale. Pour que ce soit plus visible, je vais utiliser les planches qu'a dessinées mon ami Manu Alterac, que je salue chaleureusement, et qui a passé plusieurs centaines d'heures à retracer tous les détails de cette dalle, ce qui va nous permettre de faire des zooms en temps voulu et en couleur s'il vous plaît. Donc qu'est-ce qu'une grande majorité de personnes voient spontanément dans cette scène, que ce soit dans le sens que vous avez à l'écran ou dans ce sens à la verticale? Eh bien, cette stèle gravée pourrait représenter un vaisseau spatial et le personnage central, Pacal, ne serait rien de moins qu'un des anciens astronautes. C'est en tout cas l'hypothèse d'Eric Van Deniken et de Robert Charroux, entre autres, qui l'ont écrit dans leurs livres respectifs sortis 15 ans après la découverte du sarcophage et de la dalle. Une question, Maurice? Comment ça, on voit un ancien astronaute sur cette grosse dalle en calcaire? Je vais t'aider à y voir plus clair en décomposant chacun des éléments grâce au travail de Manu. Et on commence par le personnage central qui n'est autre que Pacal lui-même. Alors déjà, comment les archéologues savent que c'est Pacal? Ils l'ont deviné grâce à deux choses. Primo, il y a d'abord la présence de glyphes qui signifient bouclier, et Pacal signifie bouclier en maya. Et Deuxio, c'est très physique et notamment son crâne et son nez caractéristiques. Mais si on zoome encore un peu plus sur le visage, Van Deniken en particulier est parti dans l'idée que le légendaire super pif de Pacal, en tout cas tel qu'il est gravé sur cette dalle,
pourrait être une forme de seconde peau reliée à ce drôle d'objet qui lui sort du nez, le tout pouvant s'apparenter à un genre d'alimentation en oxygène. Du point de vue des archéologues, qu'allons-nous chercher là? Oh là là les gars, puisque sur d'autres représentations comme sur la photo de droite, on peut voir que le fait d'avoir un bijou dans le nez était monnaie courante chez les rois mayas, et de fait, pour les archéologues, ce cap Pakal dans le nez n'est rien d'autre qu'un bijou, même si, bien évidemment, il ne ressemble en rien au bas-relief de la droite. Il se trouve en tout cas que ce petit objet qui lui sort du nez n'est pas directement relié au reste de ce qu'on pourrait prendre pour une carlingue de vaisseau. Maintenant, si on reprend notre vue d'ensemble de la dalle et qu'on se réfère à ce qu'ont pu écrire Van Deniken et Robert Charroux, entre autres, on aurait donc affaire au roi Pakal dans cette position étrange, assis ou couché sur un siège, selon qu'on lise la dalle à l'horizontale ou à la verticale. Un siège qui reposerait sur un genre de moteur. Dans les mains de Pakal, il tiendrait et actionnerait les manettes d'un engin, tandis que ses pieds reposeraient sur des pédales. Pour un peu, on aurait presque l'impression qu'il se trouve sur une des motojets de Star Wars. George Lucas se serait-il inspiré de la dalle de Pakal pour imaginer ces engins volants? Sauf qu'à contrario de ces motojets, Pakal semble protégé par une coque, nous donnant la vague impression d'avoir affaire à un genre de fusée. La coque avant serait renforcée par un attirail dont il est difficile de comprendre le sens. Des canons, peut-être. L'impression que Pakal est à bord d'un engin volant est encore accentuée avec la présence de flammes sous l'engin au niveau de l'ovale jaune. En imaginant qu'il y ait un moteur, au moment de démarrer, il subirait lui-même de petites convulsions qui provoqueraient ces soufflets d'air invisibles au niveau des petits ovales jaunes. Et pour encore mieux symboliser que l'engin en question décolle ou est déjà en train de voler, les graveurs ont ajouté ce qu'on pourrait interpréter comme des nuages ou de la fumée de chaque côté de la coque. Tant et si bien que si on mettait toute cette scène dans l'espace, par exemple, et qu'on y ajoutait des flammes un peu plus conséquentes à l'arrière, on croirait presque à l'idée de l'ancien astronaute, non? Et en particulier, si je mets un prototype d'astronef en dessous, avec la place de l'astronaute que j'ai détouré en rouge, et qui pourrait faire penser à celle de Pakal dans son engin. Maintenant, regardons pourquoi est-ce que Pakal aurait besoin d'être à bord d'un genre de fusée ou de vaisseau. Si on revient à la dalle, il y a tout au bout à gauche un genre d'oiseau qu'on verra mieux une fois que le reste sera un peu occulté comme ça, et qu'on aura retourné et agrandi l'oiseau en question comme ça. Drôle de créature, n'est-ce pas? De mon point de vue, ça ressemble pas franchement à un oiseau, même si de loin, avec ses longues plumes, les graveurs ont peut-être essayé de le faire ressembler au Quetzal, le magnifique oiseau emblématique des Mayas et des Aztèques. Et si on zoome sur la tête de notre étrange créature ailée, comme ça, déjà on voit qu'il est quand même vraiment pas beau. Et puis on pourrait peut-être y voir des similitudes avec d'autres monstres ou d'autres étranges créatures qui jalonnent la mythologie maya pour essayer de savoir qui c'est. Je vais ouvrir une légère parenthèse afin de vous en présenter 3 pour que vous fassiez votre opinion sur ce monstre oiseau qui se trouve au bout de l'engin de Pakal. Je commence par cette statuette en terre cuite datée d'environ 800 après JC et que vous pouvez admirer au Metropolitan Museum Art of New York. Je vous laisserai prendre le temps de lire ce qu'a écrit Xerius 9193 sur cette statuette lorsque je l'avais montré en mars dernier sur Nurea TV. Xerius se présente comme étant un sculpteur et connaisseur de l'anatomie et fait toute une démonstration dans ce message pour émettre l'hypothèse qu'il s'agit de l'image d'une réelle hybridation anatomique. Mais prenez le temps de lire tranquillement le texte. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux personnages? Ma première impression est que cet affreux être bleu à gauche, avec un faux air de Monsieur Burns, a l'air de vouloir faire ami-ami avec la dame qui n'a pas l'air trop chaude quand même. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez malsain dans cette scène, si on l'interprète dans ce sens, bien évidemment. Est-ce qu'un accouplement entre ces deux êtres ne pourrait pas générer des hybrides au crâne allongé comme Pakal, par exemple, ou d'autres membres de la classe dirigeante Maya, vu que la femme a elle-même un crâne allongé? Ou alors, autre hypothèse de mon ami Fred, que je salue au passage, on pourrait aussi y voir une maman avec son rejeton hybridé. Un rejeton avec des malformations congénitales, rejeté par les gens et qui n'aurait que sa mère comme seul refuge. Mais dans ce cas,
Qui pourrait être le père d'une telle horrible créature? Un des reptiliens d'Anton Parks, dessiné ici par France Lavigne, que je salue également, ou la créature qui se trouve gravée au bout de la dalle de Pacal? Si on observe plus particulièrement la femme, sa posture semble s'apparenter à une posture yogique, comme on en trouve en Inde avec le dos et le cou droit. Dans cette position particulière qui est appelée Vitarka Mudra chez les hindous, le plus important, c'est la façon dont les mains sont positionnées et en particulier l'index et le pouce de la main droite qui se rejoignent pour former un cercle avec la main droite levée au niveau de la poitrine. Ce geste signifierait la discussion et la transmission des enseignements du Bouddha. Personnellement, je trouve la comparaison troublante de ressemblance avec la statuette Maya, même si, concernant la femme Maya, il n'est pas si simple de distinguer quels doigts se rejoignent, même en zoomant, car elle semble avoir 6 doigts. Qui plus est, comme pour la statue hindoue qui se trouve à 15 000 km du Mexique, la femme Maya porte également un symbole sur le front au niveau du troisième œil, un symbole appelé Potu ou Bindi pour les hindous, et qu'on peut voir sur les femmes indiennes sous la forme d'un point rouge aujourd'hui. Tous ces éléments pourraient signifier, d'après Fred, qu'on aurait affaire à une femme initiée qui aurait accepté cette expérience génétique pour donner naissance à ce rejeton bleu. Couleur bleue qui m'a rappelé cette fameuse tache dite mongoloïde de couleur bleu-vert ou bleu-gris qui apparaît en bas du dos de certains bébés et qui disparaît à l'âge de 2 ou 3 ans. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette tache ou l'ont eue lorsqu'ils étaient eux-mêmes bébés. En termes de statistiques, sous couvert de vérification, elle apparaîtrait chez environ 85% des nourrissons amérindiens, 80% des asiatiques, 90% des Polynésiens et seulement 5 à 10% des bébés caucasiens et africains. Cette tache a une origine génétique encore assez mystérieuse. Les scientifiques savent expliquer comment elle apparaît, mais pas pourquoi ce phénomène se déclenche spécifiquement chez les populations asiatiques, américaines ou des îles Pacifiques. C'est un peu la même histoire que la découverte assez récente de muscles de reptiles dans tous les embryons humains, mais qui ne sont observables qu'entre la 7e et la 13e semaine. C'est-à-dire qu'ils apparaissent à la 7e semaine, puis ils disparaissent à la 13e chez tous les êtres humains. Des muscles que nous aurions hérités de lointains ancêtres, nous disent les scientifiques. Soit, peut-être que l'image à gauche nous donne un argument supplémentaire accréditant l'hypothèse que ces lointains ancêtres pourraient effectivement avoir été bleus, reptiliens et parfois avec 3 doigts. Car c'est cette spécificité anatomique-là qui me scotche le plus concernant l'être bleu à gauche, à savoir ses mains à 3 doigts, donc tridactyles, qu'il pose nonchalamment sur l'épaule gauche et sur la cuisse droite de sa concubine ou de sa maman au choix. Est-ce que c'est pas incroyable quand même? Ah, et j'allais oublier son pied droit que je vous ai entouré en noir, lui aussi avec 3 orteils. Alors, est-ce que cette statuette est née de l'imaginaire de l'artiste Maya qui a façonné cette scène? Rappelez-vous ce qu'a écrit Xerius tout à l'heure, au sujet des proportions de l'ensemble du corps de cette créature et de sa maman aux concubines. Ou est-ce qu'effectivement, des êtres bleus aux mains tridactyles et aux yeux globuleux circulaient dans le monde maya il y a 1200 ans, voire avant, et se seraient éventuellement accouplés avec des humaines pour engendrer des générations d'hybrides dont les dernières traces génétiques visibles seraient la tache mongoloïde ou les muscles reptiliens observables chez les embryons. Mystère une fois de plus. Alors certes, on est loin de la physionomie des mains tridactyles apportées à Thierry Jamin au Pérou en 2017, pour ceux qui suivent ce dossier, mais dans les deux cas, c'est quand même des mains avec 3 gros doigts. Pour ce qui est de l'affreux être bleu, il semble qu'il soit représenté ailleurs dans le monde maya, notamment dans le Codex de Madrid, dont je vous ai mis un extrait à droite. Mais c'est quoi un codex? Alors Maurice, ce sont des assemblages de feuilles écrites en écriture maya, qui semblent être des manuels de divination, en tout cas pour ceux qu'on a pu retrouver. En effet, seuls 4 codex ont pu être sauvés de la folie des conquistadors, et ils ont reçu les noms des villes dans lesquelles ils sont désormais conservés, à savoir Dresde, Paris, Madrid et Mexico. Je vous ai mis à l'écran celui de Madrid, et une fois replié comme un accordéon, ça vous fait comme un petit livre facilement transportable. Donc l'être bleu qui a été dessiné sur cette page à droite et qui ressemble un peu à notre être bleu tridactyle de gauche, notamment pour les yeux globuleux et les mains et pieds tridactyles, est souvent associé avec le serpent et l'eau dans ce codex de Madrid. Et pour rappel, c'est aussi dans ce codex de Madrid que le français Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg
En bas à droite, pensez avoir mis au jour deux symboles énigmatiques M et U qu'il associa pour créer l'idée du continent Mu en 1869. C'est vraiment lui, le premier de notre histoire moderne, à avoir utilisé ce terme de Mu pour désigner un continent disparu dans le Pacifique. Hélas, il s'avéra un siècle plus tard que sa traduction était fausse, car il lisait les glyphes mayas dans le mauvais sens. Mais le terme Mu, lui, il est resté. Pour revenir à l'affreuse créature bleue, on le retrouve également à travers cette tête en terre cuite retrouvée sur le site maya de Mayapan et qui semble représenter le même être bleu dont je n'ai pas encore réussi à trouver le nom. Alors globalement, je pense qu'on est plutôt d'accord pour dire qu'on n'a pas trop envie d'être leur pote à tous ces êtres. Ces monstres pourraient-ils être des hybridations génétiques ratées avec ces drôles de couleurs bleues ou bleu-vert, rappelant peut-être une couleur reptilienne, ou encore ce nez allongé, ces gros yeux globuleux, ou encore cette grosse bouche. Et si ce ne sont pas des hybridations, ou encore de véritables êtres qui ont vécu sur Terre, ne seraient-ils donc que des divinités nées de l'imagination fertile des Mayas? Alors, c'est bien évidemment l'hypothèse des archéologues concernant notre affreux être de la dalle de Pacal, pour qui il s'agirait d'une divinité associée au ciel ou au vent, puisqu'il a des ailes. Oui, mais quelle divinité? Car lorsque les archéologues citent Hécatl, par exemple, qui est une divinité du ciel, non seulement il s'agit d'une divinité aztèque, donc rien à voir avec les Mayas, mais en plus, il ne ressemble pas trop à notre créature ailée dans sa description et dans sa représentation en général. Pas plus d'ailleurs que d'autres divinités mayas cette fois, comme le dieu du vent ou le dieu des cieux Itzamna. Et puis toutes ces divinités ont des jambes et des bras, et aucune ne ressemble à ce qui est gravé sur la dalle de Pacal. Alors qui est vraiment cette très étrange créature repoussante avec ses ailes et ses petits bras pas très musclés qui se trouve sur la dalle de Pacal? Se pourrait-il que ce soit autre chose qu'une divinité que Pacal semble emmener quelque part à bord de son appareil? Un démon? Un être malveillant qu'il faudrait emmener très loin des humains parce qu'il leur fait du mal ou parce qu'il y a un risque ou un danger? Si on poursuit notre analyse, on trouve deux autres personnages posés sur la carlingue, ici et ici au niveau des flèches jaunes. Évidemment, vous les verrez mieux en occultant le reste, et encore mieux en zoomant sur eux. Manu en a dessiné un en rose et l'autre en vert. Ça a l'air d'être des oiseaux au regard de leur queue et de leur bec, mais qu'est-ce que c'est réellement? J'ai eu envie de les nommer Hurlu et Berlu parce que leurs têtes de bestioles pas très fut-fut me font bien marrer. Là encore, pas d'infos précises de la part des archéologues pour savoir ce que sont ces créatures. Ce seraient des divinités, là encore, qui accompagnent Pacal dans son voyage. Oui, mais un voyage vers où? Et c'est là que les derniers éléments qui composent cette dalle vont peut-être nous aider, à savoir ce qui semblerait être la symbolisation de système solaire, et pas forcément le nôtre, renforcé par la présence de 11 alignements de 3 cercles que certains associent aux 3 étoiles du baudrier d'Orion. Mais j'y reviendrai dans quelques instants. Toute cette scène étant entourée par tout un tas de glyphes qui, dans le cas des archéologues, vont être des repères temporels et une espèce d'arbre généalogique. Tandis que pour Van Deniken ou Charroux, on aurait plutôt affaire à des coordonnées stellaires et à des êtres venus des étoiles. Si on s'arrête sur certains d'entre eux, ici au niveau des flèches jaunes à gauche et à droite de la dalle, et que je vous agrandis et que je tourne dans le bon sens, d'abord pour la partie gauche, puis pour la partie droite, et que je retire ce qui gêne la lecture, voilà ce qu'on peut voir en couleur grâce au travail de Manu. Mais bien évidemment, la dalle originale n'est pas en couleur, c'est pourquoi pour mieux interpréter ce résultat dessiné par Manu, je vous mets juste en dessous le dessin de Manu pour que vous puissiez voir son incroyable travail de précision, parce qu'à ce niveau-là, on appelle ça de l'orfèvrerie. Et encore en dessous, je vous ai mis la dalle originale, dont le niveau de résolution n'est pas terrible, mais ça permet de mieux comprendre comment Manu a travaillé. Donc ces deux frises sont interprétées par les archéologues comme étant un arbre généalogique, sans doute parce qu'on y voit notamment des visages qui semblent être des visages de rois mayas. Mais si on y regarde de plus près, notamment concernant la frise du haut, on se demande si certains de ces personnages font vraiment partie des ancêtres de Pacal. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Ces personnages n'ont pas du tout l'air d'être humains, et au regard de la précision de Manu, qui s'est basée sur donc une photo originale de la dalle bien plus précise que celle que je vous montre, il semblerait bien qu'on ait affaire ou à des êtres exogènes, ou à des hybridations génétiques,
ou un délire artistique des graveurs mayas. Et vous, qu'en pensez-vous? Si maintenant je reviens à la dalle authentique et que je la tourne dans l'autre sens et qu'on reprend notre décomposition avec la vision alternative, on aurait donc Pakal assis sur un siège, lui-même reposant sur cette espèce de moteur. Pakal actionnerait un genre de manette avec ses mains et appuierait sur des pédales avec ses pieds, dans un habitacle renforcé à l'avant. En imaginant qu'on soit à bord d'un genre de fusée, ce qui est dessous le fuselage pourrait être pris pour des flammes de décollage. Ça va être encore plus crédible en vous mettant de vraies flammes, un peu comme le décollage d'une fusée moderne. Tant que je suis sur cette image, je vous remets l'image bricolée de cet astronef imaginaire, afin de vous montrer la position d'un astronaute moderne lors d'un décollage de fusée. En l'occurrence, là, il s'agit de Thomas Pesquet. Vous pouvez observer que son dos est bien droit dans son siège avec les jambes repliées vers son torse. Si j'enlève le dessin de l'astronef, on verra mieux cette position qui ne ressemble donc pas du tout à celle de Pakal, dont on pourrait se dire qu'il pilote son engin de manière horizontale et pas verticale. Si je poursuis l'idée que Pakal est en train de décoller comme une fusée moderne, on a forcément tous les nuages autour qui vont avec, comme ce qui semble être gravé autour de la carlingue. À moins que, pour la dalle de Pakal, il ne s'agisse de nuages montrant que l'engin est déjà en vol. L'objectif étant, dans mon hypothèse, d'emmener un ennemi ou un démon qui n'a pas de nom, tout en étant accompagné par deux créatures pour l'aider dans sa mission. Et tout ce petit monde aurait une destination bien précise, une destination inscrite autour de Pakal et de son engin, ainsi qu'autour de la dalle, mais qu'il semble bien compliqué de déchiffrer ou d'interpréter. Pour les férus de symbolisme, je vous ai agrandi ce qui pourrait être ou des coordonnées stellaires, ou la représentation de système solaire, ou complètement autre chose, avec les 11 alignements de 3 points que je vous ai entourés en bleu. Instinctivement, comme je vous disais que ces 3 points pourraient faire penser au baudrier d'Orion, je dirais qu'il y a quelque chose en lien avec la constellation du même nom. Mais pourquoi 11 fois 3 points? Et les autres symboles, que signifient-ils réellement? Parce que tout cela avait bien évidemment un sens très concret aux yeux des Mayas, en plus d'être symbolique, et tous ces symboles n'ont bien évidemment pas été gravés là par hasard. Mais je laisse ce travail de déchiffrage à bien plus compétent que moi. Donc voilà pour la version alternative de l'interprétation de la dalle de Pakal. Pour ce qui est de la version des archéologues, on va d'abord commencer par évoquer Orion, puisque les archéologues se sont aperçus que les Mayas avaient une fascination toute particulière pour cette constellation. Alors ça ne concerne pas le baudrier d'Orion, mais on n'en est pas loin. Ça va surtout nous montrer qu'Orion a une place bien particulière dans la mythologie et les rituels des Mayas. D'abord on se repère grâce à cette magnifique photo nocturne de la voûte céleste. Seul sur la plage, je contemplais les étoiles, mon œil d'abord attiré par Sirius et sa brillance hors du commun. Pourquoi me vient à l'esprit le terme de puce? Ah mais oui, c'est parce qu'elle fait partie de la constellation du Grand Chien. Viennent ensuite Bételgeuse et Rigel, 2 étoiles de la même constellation, qui pour moi fait partie des plus belles, c'est bien évidemment la constellation d'Orion. Aldébaran se détache également dans le ciel par sa couleur légèrement abricot, et avec les Pléiades, qui sont également très belles, elles vont former la constellation du Taureau. Ne pas oublier l'astre le plus brillant du ciel, et non, ce n'est pas Uranus. Sans plus attendre, je vous la révèle, il s'agit de la planète Vénus. Et pour finir avec cette poétique description, il m'en reste une que j'ai sur le bout des lèvres. Là encore, il s'agit d'une constellation, et c'est celle du lièvre. Bref, pour résumer ce que je viens de vous montrer sur ce ciel étoilé, on a un chien, un lièvre, un taureau et le grand guerrier Orion ici au centre. Sacré bestiaire n'est-il pas? Car mine de rien, ça en fait du bordel dans le ciel quand on commence à s'intéresser au nom des étoiles et à la forme que prennent certaines constellations. On va se concentrer sur la constellation qui nous intéresse, à savoir Orion, qui dans la mythologie grecque était un chasseur légendaire ou un guerrier. Ce qui fait que lorsqu'on voit les liens entre les étoiles tels qu'ils sont communément représentés, ça peut effectivement faire penser à un archer ou à un guerrier. Et c'est en raison de cette configuration que l'on va parler d'un baudrier ou d'un ceinturon qu'Orion porte à la taille,
baudrier symbolisé par 3 étoiles que je vous ai entourées en rouge. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas pour ces 3 étoiles que les Mayas s'intéressent à Orion, non, eux, ils s'intéressent à la nébuleuse appelée M42 par les astronomes, que l'on peut distinguer à l'œil nu la nuit et que je vous ai entourée en jaune. Je vais faire un léger zoom sur le bas de la constellation pour mieux vous montrer où se trouve M42. Et je vous ajoute 2 photos de cette nébuleuse, mais de couleurs différentes, pour vous montrer la beauté de ce genre de phénomène cosmique vraiment magnifique. Oui Maurice? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les Mayas? Eh bien, figure-toi que les archéologues ont découvert que cette nébuleuse est interprétée par les Mayas comme étant le feu cosmique de la création entouré de fumée. Et il se trouve que cette métaphore d'un feu cosmique de création est pertinente puisqu'il s'agit d'un énorme nuage de poussière et de gaz où se forge un grand nombre de nouvelles étoiles. C'est d'ailleurs l'un des sites de formation d'étoiles les plus proches de la Terre. Et les Mayas symbolisent ce feu cosmique à travers ce qu'ils nomment les pierres du foyer de la création. Je m'explique. Dans chaque maison maya traditionnelle, et ce depuis des milliers d'années, vous trouverez systématiquement 3 pierres qui sont au centre de la maison. Ces 3 pierres servent d'appui pour poser les plats et faire la cuisine, avec bien évidemment le feu au centre des 3 pierres. Sur les photos à gauche et en haut à droite, vous voyez à chaque fois un plat qui repose sur ces 3 pierres que j'ai symbolisé par des points jaunes. Chacune de ces 3 pierres correspondrait dans la tradition maya à chacune des 3 étoiles du bas de la constellation d'Orion, à savoir Saïf, Rigel et Alnitak, qui forment le foyer triangulaire au cœur duquel brûle le feu d'étoiles situé au centre de la triade d'Orion, à savoir la nébuleuse M42. Toujours aujourd'hui, quand les Mayas allument un feu, ils le font en disposant 3 pierres au sol, et ce triangle de pierre constitue la base de la maison traditionnelle maya. Ce n'est pas seulement l'endroit où on fait cuire les repas, mais également le centre des rituels domestiques. Et dire que les Mayas ont cette tradition depuis des millénaires en fait. Alors que le fait de savoir que la nébuleuse en question est un lieu de création d'étoiles, ça on le sait depuis beaucoup moins longtemps. Alors, sacré coup de chance des Mayas ou contact avec des êtres venus d'Orion? Et est-ce que cette histoire de 3 étoiles d'Orion pourrait trouver également un sens dans cette série de 11 fois 3 points gravés sur la dalle de Pacal? Sauf que sur la dalle, les points sont alignés et ne forment pas de triangle. Mais qui sait? En tout cas, pour les archéologues, tout ça reste bien évidemment du domaine de la mythologie et du folklore, de la même manière que pour la dalle de Pacal, qui relève uniquement de la mythologie pour les spécialistes. Pour eux, cette dalle ne représenterait donc absolument pas Pacal aux commandes d'un quelconque astronef, mais elle représenterait plutôt un autre genre de voyage, à savoir Pacal tombant dans le Xibalba, l'inframonde maya, accompagné de quelques divinités, comme l'espèce d'oiseau qu'il aurait au bout du machin bleu qui lui sort du corps, ainsi que nos amis Hurlu et Berlu. Pacal ne serait donc pas en train de monter, que ce soit vers Orion ou je ne sais où, mais pour les spécialistes de la chose, il serait en train de tomber vers ce Xibalba, un lieu étrange où le dieu de la mort l'attendrait. Un dieu de la mort symbolisé par ce qu'on appelait le moteur tout à l'heure. Donc ce que vous voyez à gauche là que j'ai agrandi, ce serait une tête stylisée du dieu de la mort maya avec ses 6 dents en bas, symbolisées par ses formes longilignes et arrondies, où on pourrait effectivement distinguer 4 incisives et 2 canines, avec au-dessus une bouche et des yeux, pour les spécialistes bien évidemment. La position même de Pacal, qui est interprétée par certains comme étant en fœtus, pourrait suggérer un peu plus ce positionnement entre les mondes, entre la vie et la mort. Au-dessus de lui, émergeant de son corps, une forme en croix le relierait au monde supérieur où vole l'oiseau céleste. Sauf que pour les archéologues, il ne s'agit pas d'une croix et encore moins d'un appareillage technologique, mais d'un arbre, parfois dénommé l'arbre de vie. Il renverrait notamment à la tradition mythologique maya où des jumeaux sont tués dans les mondes souterrains et décapités avant que leur tête ne reprenne vie dans un arbre tout à fait charmant. Cette gigantesque dalle gravée figurerait donc Pacal à la jonction entre un arbre, symbole de vie ou de renaissance, et l'inframonde, le Xibalba, un monde souterrain associé à la mort. Comme ce serait d'ailleurs déjà mis en scène dans un autre temple à Palenque, que vous pouvez voir sur ce facsimilé où on voit un des fils de Pacal à droite, ainsi qu'un autre personnage à gauche, entourant cet arbre de vie avec le même oiseau bizarre au sommet. Cette scène représenterait donc, d'après les spécialistes,
très certainement une cérémonie dans le cadre d'une offrande à des divinités. Et sur la dalle de droite, il faudrait donc y voir le roi Maya entre les enfers souterrains et le ciel, entre la vie et la mort, accompagné de quelques divinités. Franchement, pas de quoi fouetter un chat Maya. En somme, la tombe de Pakal n'aurait rien d'une exception, puisqu'il y a d'autres scènes similaires gravées ailleurs, et qu'elle s'inscrit donc sans problème dans l'art Maya de l'époque classique. Il faut reconnaître que les deux croix ou arbres, ainsi que l'oiseau au sommet, se ressemblent beaucoup, c'est vrai. Rien à voir donc pour ces mêmes spécialistes, avec d'éventuels ingénieurs en train de bricoler un engin destiné à être propulsé dans le ciel, sur le dessin de gauche, ou un engin effectivement propulsé et piloté par le roi Pakal pour emmener un genre de démon ou d'ennemi dans un autre système solaire, sur la droite. Là encore, et vous? Qu'en pensez-vous? Ultime clin d'œil avec cette autre tombe célèbre qui nous renvoie également à Pakal, celle du volcanologue Harun Taziev, enterré au cimetière de Passy en 1998 et qui reprend le motif de la sépulture du roi Maya sur du marbre rouge. Harun Taziev n'avait pourtant aucun lien direct avec le Mexique et ce serait uniquement un choix de sa veuve qu'il fait qu'il repose désormais sous une copie de cette dalle. Pourquoi ce choix? Mystère. Je termine cette vidéo en remerciant encore une fois chaleureusement Manu Alterac. Merci Manu pour l'incroyable travail que tu as produit pour vous permettre, et moi aussi, de voir tous ces détails en couleur et avec cette qualité de rendu visuel. Merci Manu, chapeau bas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette visite en 2 parties du site Maya de Palenque vous aura plu et que désormais vous en savez un peu plus sur Pakal et sur la fameuse dalle de son tombeau. Hasta luego!